La jeunesse de France donne de la voix après les protestations d'étudiants précaires. Aujourd'hui, le président de la République rencontre de jeunes Français à Amiens. Et parmi eux, les grands perdants, les invisibles de la République. Bonsoir Salomé Berlioux. Bonsoir. Vous êtes présidente, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir. Vous vous êtes intéressée à ces jeunes de la France dite périphérique, ceux qui vivent dans les zones rurales, les petites villes, les zones pavillonnaires. Vous avez enquêté avec la fondation Jean Jaurès et premier constat qui saute aux yeux, eh bien, plus on vit loin d'une grande ville, plus l'avenir se rétrécit. Oui, ce qu'on a mis en lumière avec cette enquête d'opinion de l'IFOP et qui était une de nos intuitions à la fois à la Fondation Jean Jaurès et une intuition de Chemin d'Avenir depuis plusieurs années maintenant, c'est ces effets de lieu qui peuvent s'ajouter d'ailleurs aux effets de CSP, au déterminisme social, mais qui font qu'effectivement, très concrètement, grandir dans un village de l'Orne, des Vosges, du Puy-de-Dôme, eh bien, on n'est pas dans la même situation de départ face à son avenir que quand on grandit dans le cœur de Paris ou le cœur de Lyon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème pour les jeunes des grandes métropoles, mais ça veut dire que concrètement, l'avenir est plus complexe. Et comment est-ce qu'on explique que pendant si longtemps, ces millions de jeunes, finalement, sont gommés du débat public? Vous parlez d'angle mort. Oui, c'est vrai que quand on a lancé les choses avec Chemin d'Avenir il y a plus de 3 ans maintenant, quand on a décidé qu'on allait informer, accompagner, promouvoir les jeunes des territoires, on nous regardait un peu, je dois dire, comme si on était un peu dans une dynamique étrange. On nous a beaucoup dit, mais vous n'allez pas encore créer une catégorie. Il existe les jeunes de banlieue, il existe les jeunes à haut potentiel, il existe les jeunes en situation de handicap. C'est quoi cette histoire de jeunes des territoires? Et je me souviens très bien qu'avec Erkki Maillard, avec qui j'ai écrit Les Invisibles de la République l'année dernière, on disait, mais à la limite, ces jeunes-là, appelez-les comme vous voulez, c'est pas notre question. Ce qu'on sait, c'est qu'ils existent, ils sont des millions, ils affrontent une série d'obstacles que l'enquête de l'IFOP met très bien en lumière, avec vraiment une accumulation d'indicateurs qui montrent à quel point ces jeunes ont accès à moins d'informations, se sentent moins mobiles, ont l'impression parfois d'avoir moins le droit de prétendre à des études ambitieuses, pratiquent moins d'activités extrascolaires, pratiquent moins de langues. Tout ça, ça porte un peu atteinte à l'égalité des chances entre les jeunes Français. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'on parle souvent du déterminisme social. Ça, c'est une notion qu'on a plutôt en tête. Mais là, c'est la question du déterminisme territorial. Vous vous dites, il faut changer notre carte mentale des inégalités. Alors, ça se traduit comment, justement, ce déterminisme territorial? Vous avez commencé à en parler, oui. entre autres la mobilité. C'est ça, c'est-à-dire qu'à mon avis, les 2 ou 3 éléments forts qui remontent très bien dans l'enquête Fondation Jean Jaurès, Chemin d'Avenir, c'est d'abord cette histoire d'aspiration différente en fonction de si on grandit dans un petit hameau ou dans une petite ville ou si on grandit dans les grandes métropoles et notamment dans l'agglomération parisienne. Et pourquoi alors une aspiration différente? On a moins d'informations, on est mal orienté, c'est quoi? Il y a un écart, par exemple, de 10 points sur l'accès à l'information entre les jeunes des zones rurales et les jeunes des grandes villes, un écart de 20 points sur cette histoire de est-ce que je me sens capable de faire des études ambitieuses ou non, un écart de 14 points sur la présence de rôle modèles autour de soi pour justement nous épauler, nous donner confiance et nous sortir dans certains cas de notre environnement familial ou géographique. Et donc cette accumulation d'obstacles, c'est une chose. Et un deuxième élément qui est central dans l'enquête IFOP et qui nous semble central notamment pour des enjeux de cohésion nationale qui évidemment sont aussi en filigrane derrière la démarche de la Fondation Jean Jaurès et de Chemin d'Avenir, c'est la question de la mobilité, la façon dont ces jeunes-là, certains peuvent bouger quand d'autres sont plus facilement assignés à résidence, ce qui accentue une fracture au sein du pays. Et donc la question du logement, là, pour le coup, cristallise cette difficulté. Oui, exactement. La question du logement, à mon sens, elle est très symbolique parce qu'elle cristallise la question du déterminisme géographique et du déterminisme social. Ce que montre la note, c'est que c'est une famille sur 2 seulement qui est en mesure de payer un logement pour des jeunes au moment de faire leurs études supérieures. Oui, vous donnez un exemple assez parlant d'une étudiante qui est dans le Morvan et pour qui ça va être très compliqué de trouver un logement pour aller étudier à l'université la plus proche qui est à Dijon, alors qu'un étudiant parisien qui veut aller à Singapour, pour lui, quasiment, ça va être plus simple. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas caricaturer. Et bien sûr, la grande précarité, la grande pauvreté, elle existe dans les grandes métropoles. Bien sûr, les jeunes des quartiers affrontent des difficultés particulières. Mais ce qui est certain, c'est que ces jeunes-là, qui grandissent éloignés des dynamiques de la mondialisation, éloignés des flux économiques, des centres de décision, des centres médiatiques aussi, c'est certain qu'on est très loin du jeune citoyen monde qui peut, d'un claquement de doigts, envisager un semestre à l'étranger. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est impossible, mais ça veut dire
dire que c'est plus compliqué. Et les chiffres le montrent. Notamment, il y en a un qui est très clair sur l'apprentissage des langues vivantes. Vous avez à nouveau, c'est du kit au double. 21% des jeunes ruraux ont pris des cours supplémentaires au collège, au lycée ou à l'école primaire en langue vivante. C'est le double en agglomération parisienne. Donc ça, on voit très bien que c'est quand même non seulement symbolique, mais dans les faits, ça traduit quelque chose. Vous parlez de l'importance des rôles modèles il y a quelques instants. Donc c'est un parrain, une sorte de mentor qui montre le chemin. Dans la réalité, on voit bien quand on lit votre étude que le fossé est énorme, avec ces chiffres frappants. 42% des jeunes citadins qui ont un modèle inspirant autour d'eux, contre seulement 27% des jeunes ruraux. Qu'est-ce qui explique cet écart de 15 points ? À mon sens, c'est le fait que dans une grande métropole, même si votre famille, par exemple, est une famille d'un univers modeste, vous avez par capillarité accès, que ce soit dans votre lycée, que ce soit dans la rue d'à côté, à des dynamiques qui peuvent vous sortir de votre environnement familial immédiat. Dans la ruralité, c'est plus compliqué. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est primordial ? Et pourquoi est-ce que ça structure à la fois l'action de Chemin d'Avenir et d'ailleurs d'autres associations engagées pour le mentorat, notamment vis-à-vis des jeunes des quartiers, à raison et de façon très efficace ? C'est parce que on sait bien, j'imagine que ça peut vous interpeller, le côté quelqu'un qui tout à coup parie sur vous, vous fait confiance et vous donne accès à des opportunités auxquelles vous n'aviez pas accès quelques semaines avant. C'est souvent ça qui fait la différence dans un parcours. Et de fait... Et c'est ce qui donne aussi l'ambition, finalement, la direction. Je parle d'ambition parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans votre enquête. On se rend compte qu'elle est paradoxalement pas forcément bien vue dans les territoires. Vous vous dites carrément que ça a une connotation péjoratif pour certains jeunes, là, l'ambition. On retombe vraiment sur des images un peu littéraires, du Rastignac, comme si un jeune provincial qui venait à Paris devait forcément le faire en renonçant à son intégrité, comme si être ambitieux et être provincial, c'était un peu antinomique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour réduire ces fractures, selon vous ? Alors, ce qui est certain, c'est que ça peut être fait et que ça peut être fait pour quelques milliers de jeunes à l'échelle associative. Nous, c'est ce qu'on fait avec Chemin d'Avenir, en donnant accès à nos filleuls à des stages auxquels ils n'auraient pas accès dans le cas contraire, en leur donnant accès à des parrains individuels, en leur faisant des formations. Et au niveau national, alors, est-ce que c'est possible ? Alors moi, j'ai vraiment le sentiment, parce que le mentorat est un levier d'ascension sociale et de réalisation de soi extrêmement puissant, je pense, et on est plusieurs porteurs de projets associatifs à avoir fait une tribune dans le JDD récemment sur ce sujet, que ça pourrait devenir une grande cause nationale. Mais c'est pas tout. Évidemment, il existe des tas de solutions, notamment les quotas, on entend beaucoup parler des quotas. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou pas du tout ? Alors moi, en tout cas, sans aller sur la question des quotas, Chemin d'Avenir, on informe, on accompagne et on promeut ces jeunes. Ça veut dire que je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de dire qu'il faut aller les chercher, qu'il faut les mettre en lumière, qu'il faut leur donner la parole. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Très, très rapidement, Salomé Berloux, parce qu'on a très peu de temps. Mais si rien n'est fait pour aider ces jeunes, quels sont les risques à terme ? Vous dites que ça peut produire des effets corrosifs dans le temps. Ça veut dire quoi ? Oui, mais ça veut dire que, certes, ce n'est pas forcément explosif parce que ces jeunes, encore une fois, sont loin, parce qu'ils sont éclatés sur l'ensemble du territoire français, parce qu'ils ne font pas forcément beaucoup de bruit. Mais à l'échelle individuelle, c'est autant de jeunes qui ne vont pas pouvoir réaliser leur potentiel. Et ça, c'est catastrophique. Et à l'échelle collective, qui est toute une partie de la jeunesse qui, petit à petit, fasse sécession, c'est vraiment dangereux pour la cohésion nationale. Eh bien, merci. Merci Salomé Berloux d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Les Invisibles de la République. Tout de suite, c'est dans l'air qui est intitulé ce soir Destitution. Les ambassadeurs lâchent Trump. Bonne émission à vous.